J'ai découvert que mon mari avait une liaison avec sa collègue, mais j'ai ensuite trouvé son journal intime et découvert toute la vérité. Il avait déjà mis fin à la liaison et prévoyait de se battre pour notre mariage. Le journal a révélé des secrets qui ont tout changé dans ce que je pensais savoir. Savez-vous ce moment où votre monde entier bascule sur son axe et où vous réalisez que rien n'était jamais ce que vous pensiez qu'il était? C'est ce qui m'est arrivé un jeudi soir pluvieux. Alors que je cherchais des piles dans le tiroir du bureau de mon mari, Antoine, et que j'ai trouvé quelque chose qui allait briser ma réalité complètement. Je m'appelle Sophie et j'étais mariée à Antoine depuis 6 ans. Nous avions construit ce que je pensais être une vie solide ensemble. Une belle maison dans la banlieue de Lyon, des carrières réussies. Des projets pour fonder une famille l'année prochaine. Antoine travaillait comme directeur marketing dans une entreprise technologique à La Défense. Et j'étais infirmière dans l'hôpital public de notre ville. Nous avions nos routines, nos blagues internes, nos rêves partagés pour l'avenir. Mais dernièrement, quelque chose n'allait pas. Cela avait commencé il y a environ 3 mois avec de petits changements qui, individuellement, semblaient insignifiants. Antoine commençait à travailler plus tard. À prendre des appels dans l'autre pièce, à être plus protecteur de son téléphone. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient vagues et distraites. Nos conversations, autrefois profondes et significatives, s'étaient réduites à des échanges superficiels sur les horaires et les tâches ménagères. La distance physique avait suivi la distance émotionnelle. Moins de baisers spontanés, moins de câlins sur le canapé pendant les films. Une diminution progressive de l'intimité qu'il attribuait au stress du travail. Quand j'essayais d'en parler, Antoine me rassurait en disant que tout allait bien. Qu'il traversait une période chargée au travail, que les choses reviendraient bientôt à la normale. Mais le bientôt n'est jamais venu. Au contraire, la distance s'était creusée. Ce jeudi soir, Antoine m'avait envoyé un message disant qu'il travaillerait tard à nouveau, la 4e fois cette semaine. J'étais à la maison. Essayant de réparer la télécommande de notre téléviseur dans la chambre, quand j'ai réalisé que j'avais besoin de piles à A. J'ai vérifié nos endroits habituels, le tiroir à bric-à-brac de la cuisine, l'armoire de la salle de bain, le placard du couloir, avant de me souvenir qu'Antoine gardait des piles supplémentaires dans le tiroir de son bureau à domicile. Son bureau était son espace privé. Et j'y allais rarement sans demander, mais il n'était pas à la maison, et j'avais juste besoin de piles. Cela semblait assez anodin. J'ai ouvert le tiroir supérieur de son bureau et j'ai immédiatement vu les piles dont j'avais besoin. Mais en me baissant pour les attraper, ma main a heurté quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un petit carnet relié en cuir, coincé derrière son agrafeuse d'une manière qui suggérait qu'il était délibérément caché. Je n'y aurais pas pensé à 2 fois, sauf pour 2 choses. Antoine n'était pas discret sur ses carnets de travail, et celui-ci avait l'air cher, avec ses initiales en relief sur la couverture. Pas le genre de choses qu'il aurait utilisé pour des notes de réunion ou une planification de projet. Mon cœur a commencé à battre plus vite alors que je tenais le carnet dans mes mains. Chaque instinct me disait de le remettre, que respecter sa vie privée était plus important que de satisfaire ma curiosité. Mais mes mains l'ouvraient déjà, et mes yeux lisaient déjà la première page. La date remontait à 3 mois, et l'écriture était bien celle d'Antoine, mais le ton était différent de tout ce que j'avais jamais entendu de sa part. Tout semble différent maintenant. Je sais que c'est mal, mais je n'arrête pas de penser à elle. Elle. Mon estomac s'est effondré alors que les mots s'imprégnaient. Antoine écrivait sur une autre femme, et d'après le contexte. Il était clair que ce n'était pas juste une pensée passagère. J'ai tourné la page suivante, mes mains commençant à trembler. J'ai pris un café à nouveau. J'ai dit à S que j'étais en réunion client. Je déteste mentir, mais je ne sais pas comment arrêter ça. Est-ce Sophie? Il écrivait sur le fait de me mentir. La pièce a commencé à tourner quand j'ai réalisé que je lisais la preuve d'une sorte de trahison documentée de la propre écriture de mon mari. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de lire. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Horrible, mais impossible de détourner le regard. Les entrées n'étaient pas quotidiennes, mais elles étaient régulières. Parfois juste quelques lignes, parfois des passages plus longs. Toujours à propos d'elle, toujours à propos de sa culpabilité. Toujours à propos de la distance croissante entre nous que j'avais essayé si fort de combler. Elle me fait me sentir vivant d'une manière que je n'ai pas ressentie depuis des années. Essaie de m'aider avec mon stress. Si seulement elle savait,
nous nous sommes embrassés aujourd'hui. Je sais que c'est une trahison, mais je ne peux plus nier ces sentiments. La dernière entrée datait d'il y a 6 semaines. Mes jambes m'ont lâché et je me suis assise lourdement sur la chaise d'Antoine, le journal intime toujours ouvert sur mes genoux. Ce n'était pas juste une infidélité émotionnelle. C'était physique. Et cela durait depuis des mois, alors que je me demandais pourquoi mon mari semblait être un étranger. J'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée et la panique m'a traversé. J'ai rapidement fermé le journal intime et l'ai remis à sa place. J'ai attrapé les piles et je me suis précipité hors de son bureau. Mes mains tremblaient tellement que j'ai à peine eu le temps de me rendre au salon avant qu'Antoine ne franchisse la porte d'entrée. « Salut ma belle », a-t-il dit, posant son sac d'ordinateur portable et me donnant un baiser sur la joue qui me semblait maintenant de l'acide sur la peau. « Comment s'est passée ta journée ? » « Bien. » J'ai réussi à dire, bien que ma voix sonne étrange, même à mes propres oreilles. « Juste fatigué. »« Tu as l'air pâle. »« Tu te sens bien ? » ?»« Juste un mal de tête. » J'ai menti. Ce qui était en partie vrai. Ma tête me battait du choc de ce que je venais de lire. « Pourquoi tu n'irais pas te reposer ? Je vais commander à dîner. » J'ai hoché la tête et je me suis échappé dans notre chambre où je me suis assise sur le bord de notre lit, essayant de traiter ce que j'avais découvert. Antoine avait une liaison avec quelqu'un du travail. Quelqu'un qui le faisait se sentir vivant d'une manière que j'avais apparemment tort. Quelqu'un à propos de qui il était prêt à me mentir à plusieurs reprises, alors que j'essayais de le soutenir à travers ce que je pensais être du stress au travail. Mais alors que j'étais assise là, une chose est devenue claire. J'avais besoin de comprendre l'ampleur totale de ce à quoi j'avais affaire avant de le confronter à ce sujet. Au cours des jours suivants, j'allais devoir trouver comment lire le reste de ce journal sans qu'Antoine ne sache que je l'avais trouvé. Parce que quelque chose me disait que ce que j'avais vu jusqu'à présent n'était que le début. Les 3 jours suivants furent les plus longs de ma vie. Je dormais à peine, je mangeais à peine. Et j'ai dû me forcer à agir normalement avec Antoine pendant que mon esprit tourbillonnait de questions et que mon estomac se nouait d'anxiété. Au travail, ma main tremblait tellement lors des procédures que j'ai dû demander à d'autres infirmières de s'occuper des tâches les plus délicates. À la maison, je sursautais chaque fois qu'Antoine me parlait, craignant qu'il ne puisse d'une manière ou d'une autre voir la connaissance écrite sur mon visage. « Es-tu sûr que tu te sens bien ? Demanda-t-il vendredi matin, étudiant mon visage avec une inquiétude qui me semblait maintenant une moquerie. « Tu sembles étrange depuis hier. » Juste fatigué, j'ai encore menti, évitant son regard. Longue semaine à l'hôpital. Mais je n'étais pas seulement fatigué. J'étais malade du poids de ce que j'avais découvert et désespéré d'en savoir plus. Les quelques entrées que j'avais lues m'avaient donné des fragments d'une histoire que j'avais besoin de comprendre complètement. J'ai attendu qu'Antoine parte au travail vendredi matin. Puis j'ai appelé pour dire que j'étais malade à l'hôpital. C'était le premier jour de maladie que je prenais en plus d'1 an sans être réellement malade. Mais je ne pouvais pas me concentrer sur les soins aux patients alors que tout mon monde s'effondrait. De retour dans le bureau d'Antoine, j'ai sorti le journal intime avec des mains qui tremblaient encore. Cette fois, j'ai commencé par le début, en lisant chaque entrée chronologiquement pour comprendre comment cela s'était développé. Les premières entrées étaient différentes de ce à quoi je m'attendais. Antoine n'avait pas l'intention d'avoir une liaison. Selon ses propres mots, cela avait commencé progressivement. Travailler avec une nouvelle personne sur un projet. Elle est brillante. Trouve des solutions. Je me retrouve à attendre avec impatience les réunions plus que je ne le devrais. Je me rends compte aujourd'hui que je pense à elle en dehors du travail. Cela semble dangereux. Son nom commence par A. En lisant chronologiquement, j'ai pu voir la lutte interne d'Antoine se dérouler sur le papier. Contrairement à ce que j'avais craint, il ne poursuivait pas une autre femme avec insouciance tout en ignorant sa culpabilité. Il était sincèrement en conflit. Je n'arrive pas à dormir. S m'a préparé mon dîner préféré ce soir. Nous avons parlé de nos projets de vacances. Tout ce à quoi je pensais, c'était à quel point je trahissais sa confiance. Je suis allé à la confession pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas pu prononcer les mots à voix haute. Mes mains tremblaient en lisant. En partie à cause de la colère, mais en partie à cause de quelque chose que je ne m'attendais pas, la reconnaissance qu'Antoine avait du mal avec ça, qu'il n'en profitait pas simplement.
La progression physique de leur relation était documentée par fragments qui m'obligeaient à reconstituer le calendrier. J'ai travaillé tard à nouveau. Nous avons parlé jusqu'à ce que le bâtiment soit vide. Elle m'a parlé de son ex aujourd'hui. La douleur dans ses yeux, je l'ai presque embrassé dans l'ascenseur, je me suis arrêté juste à temps. Je ne me suis pas arrêté aujourd'hui. Cette entrée datait d'il y a 5 semaines, accompagnée de ce qui ressemblait à des traces de larmes sur le papier. Antoine avait pleuré en écrivant sur sa trahison. Mais l'entrée la plus dévastatrice datait d'il y a 3 semaines. A m'a demandé ce que je voulais pour mon avenir. Je ne pouvais pas répondre honnêtement parce que je ne sais plus. J'aime S, mais pas de la même manière que je ressens pour elle. S mérite mieux qu'un mari qui fait semblant. J'ai dû poser le journal intime et courir aux toilettes où j'ai vomi le peu de petit déjeuner que j'avais réussi à manger. Antoine pensait que notre mariage tout entier n'était qu'une façade. Pendant qu'il vivait une véritable passion avec quelqu'un d'autre. Quand je suis revenu pour lire davantage, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé dans ce que je pensais savoir sur la situation. J'ai pris une décision. Je vais mettre fin à ma relation avec A. Non pas parce que les sentiments ne sont pas réels, mais parce que tout le monde mérite mieux que cette situation. L'entrée datait d'il y a 10 jours. J'ai dit à A que c'était fini. Nous avons tous les deux pleuré. Elle a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle espérait que je pourrais trouver le bonheur avec elle si je ne peux pas. Elle a dit que je lui devais de la laisser trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre. Antoine avait mis fin à la liaison. Selon son propre journal intime. Il avait choisi notre mariage et essayait de travailler sur notre relation. Mais il y avait une dernière entrée qui m'a glacé le sang. S ne sait rien. Une partie de moi veut tout avouer. Mais une partie de moi pense qu'il serait cruel de la détruire pour ma culpabilité. Peut-être que si je peux juste être meilleur, nous pourrons avancer sans qu'elle n'ait jamais à savoir. Il avait prévu de garder ce secret pour toujours. De me laisser vivre dans l'ignorance pendant qu'il gérait en privé sa culpabilité et essayait d'être meilleur sans jamais me donner le choix de lui pardonner ou de partir. J'ai fermé le journal intime et je me suis assis sur sa chaise, tremblant, pas seulement d'émotion, mais des conséquences physiques de 3 jours à peine mangés ou dormis. Ma tête me martelait. Mon estomac était vide et se retournait, et je me sentais faible et étourdi. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose d'autre, de la clarté. Antoine avait fait le choix de mettre fin à sa liaison et de s'engager à nouveau dans notre mariage. Mais il avait aussi fait le choix de me mentir à ce sujet pour toujours. De me laisser me demander pourquoi il était distant, de reconstruire notre relation sur une base de tromperie. Ce soir-là, quand Antoine est rentré à la maison avec des fleurs et a suggéré que nous passions le dîner ensemble, je l'ai regardé avec de nouveaux yeux. Il essayait si fort d'être attentif, de renouer avec moi. De montrer son amour et ses soins. Mais chaque geste semblait entaché par la connaissance que sa motivation était la culpabilité, pas l'affection sincère. Tu n'as toujours pas l'air bien. A-t-il dit, touchant mon front pour vérifier si j'avais de la fièvre. Es-tu sûr que tu ne devrais pas consulter un médecin? Je vais bien, j'ai dit, bien que j'allais tout sauf bien. J'étais épuisée, nauséeuse, et je portais le poids d'une connaissance qui me détruisait de l'intérieur. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'Antoine. L'écoutant dormir paisiblement pendant que je fixais le plafond et que j'essayais de décider quoi faire de ce que je savais. Je ne pouvais pas vivre avec ce secret pour toujours. Mais je ne pouvais pas non plus comprendre comment le confronter sans admettre que j'avais violé sa vie privée en lisant son journal intime. Lundi matin, j'ai su que je devais faire un choix. Soit dire à Antoine ce que j'avais découvert, soit essayer d'avancer en prétendant que je ne savais pas. Les 2 options semblaient impossibles. Le week-end venu, j'étais une épave. J'avais perdu 8 livres en 4 jours, j'avais des cernes sous les yeux que le maquillage ne pouvait pas couvrir. Et je faisais des erreurs au travail qui inquiétaient tellement mes collègues qu'ils me suggéraient de prendre du temps libre. Sophie, ma chère, tu as l'air horrible, a dit Linda. Mon infirmière responsable, lors du service de samedi. Quand as-tu dormi une nuit entière pour la dernière fois? Je vais bien, j'ai insisté. Bien que nous sachions toutes les deux que c'était un mensonge. Mes mains tremblaient tellement ce matin-là que j'ai failli faire tomber un plateau de médicaments. Non, ce n'est pas vrai. Tu rentres tôt aujourd'hui. Et je ne veux pas te revoir ici avant que tu aies eu un peu de repos. Mais le repos était impossible car chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'écriture d'Antoine décrivant ses sentiments pour une autre femme.
Chaque conversation avec mon mari ressemblait à une performance élaborée où je devais prétendre ne pas savoir qu'il me mentait depuis des mois. Antoine essayait tellement de renouer avec moi. Organisant des dîners et m'apportant de petits cadeaux, parlant de l'avenir avec un enthousiasme qui m'aurait ravi il y a une semaine. Maintenant, tout cela ressemblait à une surcompensation due à la culpabilité. Je pensais qu'on pourrait planifier ce voyage en Italie dont on parle, a-t-il dit samedi soir, me montrant des sites de voyage sur son ordinateur portable. Peut-être pour notre anniversaire le mois prochain. Ça a l'air bien, j'ai réussi à dire. Bien que l'idée de prétendre que tout allait bien pendant des vacances entières me rendait malade. Tu n'as pas l'air excité, a dit Antoine, étudiant mon visage. Nous n'avons pas à aller en Italie. Nous pourrions faire quelque chose de plus près de chez nous ou simplement rester ici et nous détendre. Non, l'Italie a l'air merveilleux. Je suis juste fatigué. Tu es fatigué souvent ces derniers temps. Es-tu sûr de ne pas tomber malade? L'ironie était dévastatrice. Antoine se souciait plus de ma santé qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Mais seulement parce que sa culpabilité le rendait hypertendu à mon bien-être. Cette nuit-là, j'ai pris une décision que je savais dangereuse, mais qui me semblait inévitable. Je devais savoir si Antoine avait vraiment terminé sa liaison ou s'il était juste meilleur pour la cacher maintenant. Pendant qu'il était sous la douche dimanche matin, j'ai vérifié son téléphone. Je n'avais jamais fouillé dans le téléphone d'Antoine pendant 6 ans de mariage. J'avais toujours eu une confiance totale en lui. Je croyais que la vie privée était importante dans les relations. Je pensais que vérifier sur son conjoint était un signe de paranoïa malsaine. Maintenant, j'ai fait défiler ses messages textes avec le cœur battant. À la recherche de preuves de contact continu avec A. Ce que j'ai trouvé était pire qu'une communication active. C'était une preuve claire d'évitement délibéré. Il y avait plusieurs messages non lus d'Amanda Martin auxquels Antoine n'avait pas répondu. J'espère que tu vas bien. Je pense à toi. Je sais que nous avons accepté de ne pas parler. Mais je voulais que tu saches que je ne regrette rien. J'ai entendu parler de l'opportunité d'emploi à Portland. Je vais postuler. Je pense que la distance serait bénéfique pour nous deux. Amanda. Son nom était Amanda et elle envisageait apparemment de déménager à cause de leur situation. Les messages dataient des 10 derniers jours, tous non lus. Ce qui signifiait qu'Antoine ne les ouvrait pas délibérément. Mais il y avait aussi un message brouillon dans son téléphone. Non envoyé mais sauvegardé. Je pense à toi tous les jours. Une partie de moi souhaite que les choses puissent être différentes, mais j'ai pris un engagement envers mon mariage que je dois honorer. S'il te plaît, n'envoie plus de messages. Cela rend tout plus difficile. Il avait écrit ce message mais ne l'avait pas envoyé. Il luttait entre l'envie de lui répondre et l'obligation de ne pas le faire. J'ai remis son téléphone exactement là où je l'avais trouvé et j'ai passé le reste de la journée à essayer de traiter ce que j'avais appris. Antoine essayait sincèrement d'honorer son engagement envers notre mariage, mais il était aussi encore amoureux d'Amanda et menait cette bataille tous les jours. La connaissance me rongeait. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre. Au travail lundi. J'ai failli commettre une erreur de médication qui aurait pu gravement blesser un patient. Ça suffit, a dit Linda, m'attirant à l'écart. Tu prends le reste de la semaine de congé et je ne veux pas te revoir ici avant que tu ne me dises ce qui se passe vraiment. Je ne peux pas en parler. J'ai dit et j'ai commencé à pleurer dans le placard à fourniture. Ma chère, est-ce à propos d'Antoine? Avez-vous des problèmes? L'inquiétude dans sa voix a brisé quelque chose en moi. J'ai découvert qu'il avait eu une liaison, j'ai murmuré. Oh, ma chérie, je suis tellement désolé. Il y a combien de temps? Ça dure depuis des mois, mais il a terminé récemment. Et tu l'as découvert après qu'il ait terminé. C'est compliqué. Linda m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais. Puis m'a aidé à appeler pour dire que j'étais malade pour le reste de la semaine. Tu dois parler à quelqu'un, a-t-elle dit. Soit Antoine, soit un conseiller, soit les deux. Ce genre de secret te détruira si tu essaies de le porter seul. Elle avait raison. Mercredi, j'avais perdu 12 livres et je n'avais pas dormi plus de 2 heures à la fois depuis plus d'une semaine. Mes mains tremblaient constamment. J'avais des nausées persistantes et j'avais des attaques de panique chaque fois qu'Antoine essayait de me toucher. Sophie, je suis vraiment inquiet pour toi. A dit Antoine mercredi soir, me trouvant assise sur notre canapé,
le regard perdu dans le vide. Tu es malade depuis plus d'une semaine maintenant. Je pense que tu devrais consulter un médecin. Je ne suis pas malade, j'ai dit sans réfléchir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. L'inquiétude dans sa voix, la véritable préoccupation dans ses yeux. La façon dont il me regardait comme si j'étais la chose la plus importante au monde. Tout cela était trop, sachant que cela était motivé par la culpabilité d'une trahison. Je dois te demander quelque chose, j'ai dit. Et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Le visage d'Antoine est devenu pâle. D'accord. As-tu une liaison? La question a flotté entre nous comme un pistolet chargé. Le visage d'Antoine a traversé une série d'expressions. Le choc, la panique, le calcul. Et enfin quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Comment l'as-tu découvert? A-t-il demandé doucement. Ce n'était pas le déni que j'espérais, malgré tout ce que je savais. C'était la confirmation que mes pires craintes étaient vraies, prononcée par la voix de mon mari dans notre salon. Est-ce que ça a de l'importance comment je l'ai découvert? J'ai demandé. Non. A-t-il dit. Je suppose que non. L'aveu d'Antoine flottait entre nous comme un nuage toxique. Il s'est assis sur notre canapé, la tête dans les mains. Pendant que j'essayais de traiter le fait de l'entendre confirmer ce que je savais déjà depuis des jours. J'ai besoin que tu me racontes tout, j'ai dit, ma voix plus stable que ce que je ressentais. Du début. Sophie, es-tu sûre? Certaines choses, une fois qu'on les a entendues, on ne peut plus les oublier. J'ai besoin de savoir à quoi j'ai affaire. Pendant l'heure suivante. Antoine m'a raconté une histoire que j'avais déjà lue par fragments, sur l'intelligence et la perspicacité d'Amanda sur les projets de travail. Sur le passage graduel de l'admiration professionnelle à l'attraction personnelle, sur les réunions café qui sont devenues de l'intimité émotionnelle qui est devenue une relation physique. Mais l'entendre dit à voix haute était différent de le lire dans son journal intime. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a parlé de la première fois qu'ils s'étaient embrassés. Il a pleuré en décrivant à quel point il se sentait coupable de me mentir. Il m'a regardé dans les yeux en disant qu'il avait rompu parce qu'il ne pouvait pas continuer à trahir notre mariage. Quand cela s'est-il terminé? J'ai demandé. Il y a 10 jours. J'ai dit à Amanda que je ne pouvais pas continuer à te faire ça, à nous faire ça. Et c'est vraiment fini. Oui. Elle postule pour un emploi à Portland pour s'éloigner de la situation. Cela correspondait à ce que j'avais vu dans son téléphone, mais j'avais besoin de l'entendre le dire. Est-ce que tu l'aimes? Antoine a fermé les yeux, et j'ai pu voir qu'il luttait pour savoir s'il devait mentir ou me dire une vérité qui pourrait nous détruire. Oui, a-t-il dit finalement. Mais je t'aime aussi. Et j'ai pris un engagement envers toi que je veux honorer. Ce n'était pas la réponse que j'espérais, mais c'était honnête. Et l'honnêteté, après des semaines de mensonges, semblait être quelque chose avec quoi je pouvais travailler. Antoine, j'ai dit, j'ai besoin de te dire quelque chose, et tu ne vas pas aimer ça. Il m'a regardé avec confusion et une appréhension croissante. Je n'ai pas juste découvert la liaison. J'ai trouvé son journal intime. L'effet a été immédiat et dramatique. Le visage d'Antoine a traversé le choc, la réalisation, l'horreur, et enfin quelque chose qui ressemblait à du soulagement mêlé de violation. Tu as lu mon journal intime, a-t-il dit lentement. Je cherchais des piles dans ton bureau. Il est tombé dessous des papiers, et je ne pouvais pas m'arrêter de lire une fois que j'ai commencé. Combien as-tu lu? Tout. Chaque entrée depuis mars. Antoine a remis sa tête dans ses mains. Dieu, Sophie, c'était privé. C'était mes pensées. Mes luttes. Tes luttes pour savoir si tu devais rester marié avec moi. J'ai dit. Tes pensées sur la façon dont notre mariage n'était qu'une façade alors que tu te sentais vivant avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toute l'histoire. Alors raconte-moi toute l'histoire. J'étais en difficulté, a dit Antoine, me regardant avec des larmes dans les yeux. Je remettais en question tout sur ma vie, notre mariage, ce que je voulais. Mais cela ne signifie pas que je ne t'aime pas ou que notre mariage ne vaut pas la peine de se battre. Mais tu avais prévu de ne jamais me le dire. J'ai dit. Tu allais me laisser vivre dans l'ignorance pendant que tu gérais ta culpabilité en privé. J'essayais de te protéger. Tu essayais de te protéger de devoir faire face à ma réaction. Antoine est resté silencieux un long moment. Tu as raison, a-t-il dit finalement.
J'étais un lâche. Les entrées du journal intime se sont arrêtées il y a 10 jours, j'ai dit. Avais-tu prévu d'arrêter d'écrire ou juste de mieux le cacher? Je ne sais pas, a-t-il admis. J'essayais de comprendre comment avancer. Nous sommes restés silencieux pendant que j'essayais de tout traiter. Lire le journal intime d'Antoine m'avait donné un aperçu de sa lutte interne que la plupart des épouses trompées n'obtiennent jamais. Mais cela avait aussi révélé la profondeur de sa tromperie et sa volonté de me laisser vivre un mensonge. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Antoine. Est-ce que tu me quittes? La question que je me posais depuis des jours. Je ne sais pas, j'ai dit honnêtement. Une partie de moi veut te quitter. Une partie de moi comprend pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Une partie de moi est reconnaissante que tu aies choisi notre mariage. Et une partie de moi ressent le ressentiment que ce soit même un choix que tu aies eu à faire. Je sais que je ne le mérite pas, a dit Antoine. Mais y a-t-il une chance que tu puisses me pardonner? Je ne sais pas si le pardon est la bonne question pour l'instant, j'ai dit. La question est de savoir si nous pouvons construire quelque chose de réel à partir de maintenant. Je veux essayer, a-t-il dit. Je veux être le mari que tu mérites. Alors nous allons avoir besoin d'aide. Aide professionnelle. Tu veux dire des thérapies? Je veux dire des thérapies de couple. Nous ne pouvons pas régler ça seul. Antoine a immédiatement hoché la tête. Tout ce dont tu as besoin, tout ce qu'il faut. Et j'ai besoin d'une honnêteté totale à partir de maintenant. Plus de secrets. Plus de mensonges. Ne plus me protéger des vérités que tu penses que je ne peux pas supporter. Je promets. Peux-tu me promettre autre chose? N'importe quoi. Peux-tu me promettre que si tu te retrouves un jour à développer des sentiments pour quelqu'un d'autre, tu me le diras immédiatement avant que cela ne devienne physique ou émotionnel? Je promets, a dit Antoine. Et Sophie, je sais que cela ne résout rien, mais je suis sincèrement désolé. Pas seulement désolé d'avoir été découvert, mais désolé pour chaque mensonge. Chaque trahison, chaque moment où je t'ai fait douter de tes propres instincts. J'ai hoché la tête, me sentant épuisé émotionnellement, mais aussi étrangement pleine d'espoir. Nous avions un long chemin devant nous, mais au moins maintenant, nous le parcourions tous les deux avec une connaissance complète du terrain. J'ai besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. J'ai dit. Je pense que je vais aller chez ma sœur ce soir. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Alors que je faisais ma valise. Antoine s'est assis sur notre lit en me regardant avec une expression de chagrin et d'espoir. Sophie, a-t-il dit alors que je partais. Ouais. Merci de ne pas juste être partie. Merci d'être prête à essayer. Je n'ai pas répondu car je n'étais pas encore sûr si j'étais vraiment prête à essayer ou si je ne savais tout simplement pas comment partir. Mais j'étais reconnaissante que, pour la première fois depuis des mois, il n'y ait plus de secret entre nous. 3 semaines plus tard. Antoine et moi étions assis dans le bureau du docteur Claire Dubois pour ce qui était devenu un rituel bi-hebdomadaire d'excavation émotionnelle. La première séance avait été brutale, crue, douloureuse. Et s'était terminée par mon départ après qu'Antoine ait dit quelque chose sur la compréhension de ses besoins qui avait déclenché ma colère encore vive. Je pense que nous avons fait des progrès la semaine dernière, a dit le docteur Dubois, s'installant dans une chaise avec une expression patiente que j'apprenais à apprécier. Sophie, tu as réussi à exprimer ta colère sans quitter la pièce. Antoine, tu as réussi à écouter sans te défendre. Des progrès. Cela ressemblait à une description trop généreuse de ce qui avait été 2 heures de mes pleurs pendant qu'Antoine tenait des mouchoirs et répétait des variations de « je suis désolé ». Comment vous sentez-vous tous les deux face à ce devoir, a demandé le docteur Dubois. Elle nous avait demandé à chacun d'écrire une lettre à nous-mêmes. Antoine à l'homme qui avait commencé la liaison. Moi à la femme qui avait ignoré ses instincts concernant son mariage. Cela avait été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Je commence, a dit Antoine. Sortant une page manuscrite. À l'homme qui pensait pouvoir compartimenter sa vie, tu avais tort sur tout. Tu pensais pouvoir protéger Sophie en lui mentant alors qu'en réalité tu te protégeais de devoir affronter ce qui était brisé dans votre mariage. Pendant qu'il lisait. J'ai observé attentivement son visage. 3 semaines de thérapie m'avaient appris à chercher des signes de remords sincères par opposition à la culpabilité performative. Aujourd'hui. Il semblait sincèrement abattu par ce qu'il nous avait fait subir. Ton tour, Sophie, a dit doucement le docteur Dubois.
J'ai sorti ma propre lettre. Mes mains tremblant encore légèrement lorsque j'ai dû lire du contenu émotionnel à voix haute. À la femme qui savait que quelque chose n'allait pas. Mais qui s'est convaincue que c'était le stress du travail. Tu méritais mieux que d'accepter la distance et de l'appeler un mariage. Tes instincts étaient justes. Et tu aurais dû leur faire confiance plus tôt. Comment vous êtes-vous senti en écrivant ces lettres, a demandé le docteur Dubois. Douloureux, a dit Antoine immédiatement, mais nécessaire. J'avais besoin de reconnaître que la personne qui avait commencé la liaison faisait des choix égoïstes. Pour moi, c'était validant, j'ai dit. J'avais remis en question mes propres perceptions pendant des mois. Écrire cette lettre m'a aidé à réaliser que je n'étais pas folle ou hypersensible. Mais même en disant cela, j'ai ressenti une vague familière de nausées. Les symptômes physiques que j'avais développés pendant la semaine de la connaissance secrète n'avaient pas complètement disparu. Je ne dormais toujours pas bien, j'avais toujours perdu l'appétit fréquemment. J'avais toujours des attaques de panique quand Antoine me touchait de manière inattendue. Sophie, vous avez mentionné que l'intimité physique a été difficile, a dit le docteur Dubois. Pouvez-vous aider Antoine à comprendre ce que vous vivez? C'était la conversation que je redoutais. Quand il me touche, tout ce à quoi je peux penser, c'est qu'il a touché quelqu'un d'autre de la même manière. Quand nous sommes au lit ensemble, je me demande s'il pense à elle. Tout ce qui était autrefois naturel me semble maintenant contaminé. Le visage d'Antoine s'est décomposé. Je comprends pourquoi tu te sens ainsi. Mais j'ai besoin que tu saches que quand je suis avec toi, je suis complètement présent. Je ne pense pas à Amanda ni à comparer ou... Arrête, j'ai dit sèchement. Ne dis pas son nom. Je suis désolé. Je voulais juste dire. Je sais ce que tu veux dire, mais entendre son nom rend tout plus difficile. Le docteur Dubois est intervenu. Antoine. Ce que Sophie vit est une réponse normale au traumatisme de la trahison. Son système nerveux essaie de la protéger de tout préjudice supplémentaire. Comment répare-t-on ça, a demandé Antoine. Le temps, la constance et la patience, a dit le docteur Dubois. La confiance de Sophie a été brisée, et la confiance se reconstruit lentement par des expériences positives répétées. Mais ce qu'elle n'a pas dit, et ce que je commençais à comprendre, c'est que certaines choses pourraient ne jamais être les mêmes. Même si nous reconstruisions notre mariage. Ce serait un mariage différent de celui que nous avions eu auparavant. Je veux aborder autre chose, a dit le docteur Dubois. Sophie, vous avez perdu une quantité significative de poids et vous avez mentionné avoir des attaques de panique. Prenez-vous soin de votre santé physique? J'essaie, j'ai dit. Mais tout semble difficile en ce moment. Manger, dormir, me concentrer au travail. Avez-vous envisagé de prendre un peu de temps libre? Je ne peux pas. Le travail est le seul endroit où je me sens normal. Antoine, comment pouvez-vous soutenir le processus de guérison de Sophie? J'essaie d'être patient, a-t-il dit. Je sais que je ne peux pas la presser de me pardonner ou m'attendre à ce que les choses reviennent à la normale immédiatement. Qu'est-ce que la patience implique concrètement? Ne pas la presser pour l'intimité physique. Répondre à ses questions, même quand elles sont douloureuses. Être complètement transparent sur mon emploi du temps, mon téléphone. Mes interactions avec mes collègues. C'était vrai, Antoine faisait des efforts sincères. Il m'avait donné tous ses mots de passe, m'avait dit où il allait et quand il reviendrait. M'avait même demandé si je voulais voir ses devoirs de thérapie avant nos séances. Mais il y avait eu aussi des moments de frustration qu'il essayait de cacher. Mais que je pouvais voir de toute façon, quand je vérifiais son téléphone pour la 3e fois en une soirée. Quand je lui demandais de répéter les détails de sa journée parce que j'avais oublié ce qu'il m'avait déjà dit. Quand je me réveillais de cauchemars sur Amanda et que j'avais besoin de réassurance à 3 heures du matin. Ce processus est épuisant pour vous deux, a reconnu le docteur Dubois. La guérison de l'infidélité prend généralement 18 mois à 2 ans. 2 ans? La chronologie semblait écrasante. Faisons-nous des progrès, j'ai demandé, car certains jours. J'ai l'impression que nous ne faisons que patauger. Vous êtes tous les deux toujours là, a dit le docteur Dubois. Vous essayez tous les deux toujours. C'est un progrès. Alors que nous quittions son bureau, Antoine a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la prendre, mais elle me semblait encore étrange et prudente plutôt que naturelle. Penses-tu que nous allons y arriver? A-t-il demandé alors que nous marchions vers nos voitures. Je ne sais pas,
j'ai dit honnêtement. Mais je pense que nous essayons tous les deux. Et peut-être que c'est suffisant pour l'instant. Ce n'était pas la réassurance qu'il voulait, mais c'était la seule réponse honnête que je pouvais donner. Certains jours. Je croyais que nous pouvions reconstruire quelque chose de beau à partir des décombres de sa liaison. D'autres jours, je me demandais si nous ne faisions que prolonger l'inévitable. Mais nous essayions toujours. Et le docteur Dubois avait raison. Cela devait compter pour quelque chose. 2 mois après le début des thérapies, nous avons rencontré notre premier revers majeur. J'avais fait des progrès, je dormais mieux, je mangeais plus régulièrement, j'avais moins d'attaques de panique quand Antoine me touchait. Nous avions même réussi à avoir quelques conversations qui semblaient presque normales sur le travail, les amis et la vie quotidienne. Puis Amanda a texté Antoine. Je l'ai découvert car nous avions établi une règle selon laquelle Antoine me dirait immédiatement tout contact de sa part, même minime. Il est rentré du travail ce mardi, l'air abattu. Elle m'a texté, a-t-il dit sans préambule. Mon estomac s'est effondré. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a obtenu le poste à Portland. Elle déménage le mois prochain et elle voulait dire au revoir. As-tu répondu? Pas encore. Je voulais d'abord t'en parler. Nous avions discuté de ce scénario en thérapie. Ce qu'Antoine devrait faire si Amanda le contactait. Le docteur Dubois avait suggéré que toute réponse devrait être brève, définitive et axée sur la clôture plutôt que sur la connexion. Qu'est-ce que tu veux lui dire? J'ai demandé. Antoine est resté silencieux un long moment. Je veux lui dire que j'espère qu'elle est heureuse à Portland et que je suis reconnaissant pour le temps que nous avons eu ensemble et que j'aurais souhaité que les choses puissent être différentes. Chaque mot était comme un couteau dans ma poitrine. Tu veux lui dire que tu souhaites que les choses auraient pu être différentes. Pas différentes dans le sens où je souhaite avoir choisi elle. A dit Antoine rapidement. Différentes dans le sens où j'aurais souhaité l'avoir rencontrée avant d'être marié, ou que j'ai été honnête avec toi dès le début, ou que personne n'ait eu à souffrir. Mais une partie de toi souhaite avoir choisi elle. Antoine m'a regardé avec cette expression épuisée que j'avais appris à reconnaître quand nous atteignions ces moments impossibles. Une partie de moi se demandera toujours ce qui se serait passé si j'avais été célibataire quand je l'ai rencontrée. Mais cela ne signifie pas que je regrette d'avoir choisi notre mariage. C'était une réponse honnête qui me détruisait quand même. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter Antoine dormir pendant que je sombrais dans des pensées que j'avais essayé d'éviter. Peut-être qu'il ne restait avec moi que par obligation. Peut-être qu'il regretterait toujours de ne pas avoir poursuivi ses sentiments pour Amanda. Peut-être que nous ne faisions que retarder la fin inévitable de notre mariage. Le lendemain matin, j'ai appelé la ligne d'urgence du docteur Dubois. Je ne pense pas que je puisse faire ça. Lui ai-je dit. Chaque fois que je pense que nous faisons des progrès, quelque chose arrive qui me rappelle qu'il l'aimait. Peut-être qu'il l'aime encore. Sophie, ce que vous vivez est normal. A dit doucement le docteur Dubois. La guérison n'est pas linéaire. Les revers n'effacent pas les progrès. Mais comment puis-je vivre en sachant qu'il souhaite que les choses auraient pu être différentes? Comment puis-je construire un mariage avec quelqu'un qui pleure une autre relation? Ce sont des questions que nous devons explorer ensemble. Pouvez-vous venir avec Antoine pour une séance d'urgence aujourd'hui? Cet après-midi-là, nous étions assis dans le bureau du docteur Dubois alors que je pleurais et qu'Antoine avait l'air impuissant. Sophie a l'impression de rivaliser avec le souvenir d'Amanda, a dit le docteur Dubois. Antoine. Pouvez-vous l'aider à comprendre la différence entre manquer quelqu'un et vouloir être avec cette personne? Je lui manque, oui, a dit Antoine prudemment. Elle a été une partie importante de ma vie pendant plusieurs mois. Mais manquer quelqu'un n'est pas la même chose que vouloir quitter mon mariage pour elle. Mais tu as dit que tu souhaitais que les choses auraient pu être différentes. J'ai dit. Je souhaite avoir tout géré différemment. Je souhaite avoir été honnête avec toi dès le début. Je souhaite ne jamais avoir mis personne dans cette situation. Mais je ne souhaite pas avoir choisi différemment pour notre mariage. Le docteur Dubois s'est penché en avant. Sophie. Pouvez-vous entendre la distinction qu'Antoine fait? Intellectuellement, oui. Émotionnellement, non. Que faudrait-il dire ou faire à Antoine pour que vous croyiez qu'il est pleinement engagé à reconstruire votre mariage? J'y ai pensé longtemps. J'ai besoin de croire qu'il ne se contente pas de moi, j'ai dit finalement. J'ai besoin de croire qu'il me choisit parce qu'il veut être avec moi, pas parce que c'est la bonne chose à faire. Antoine, pouvez-vous en parler?
Je te choisis parce que je veux être avec toi, a dit Antoine. Pas parce que c'est mon obligation ou parce que j'essaie de faire la bonne chose. Mais parce que je t'aime et que je veux reconstruire ce que nous avions. Mais tu l'aimais aussi. Oui. Et c'est quelque chose avec lequel je dois vivre et quelque chose avec lequel tu dois décider si tu peux vivre aussi. L'honnêteté brutale m'a frappé comme un coup physique. Mais c'était aussi étrangement utile. Antoine n'allait pas prétendre que ses sentiments pour Amanda n'avaient jamais existé. Il les reconnaissait tout en affirmant son choix d'être avec moi. Je pense, a dit lentement le docteur Dubois, que nous devons explorer ce que signifie l'engagement dans le contexte d'êtres humains capables d'aimer plus d'une personne. Au cours des semaines suivantes, nous avons fait un travail très dur de notre processus. Nous avons parlé de la différence entre l'amour et le choix, entre les sentiments et les actions. Entre être tenté et être infidèle. Je pense que j'avais l'hypothèse que aimer vraiment quelqu'un signifie ne jamais être attiré par quelqu'un d'autre, j'ai dit au docteur Dubois lors d'une séance. L'affaire d'Antoine m'a obligé à reconnaître que les êtres humains sont plus compliqués que cela. Et Antoine, qu'as-tu appris sur toi-même ? Que j'utilisais Amanda comme échappatoire aux problèmes de mon mariage au lieu de les aborder directement, a-t-il dit. Et que, peu importe la force de mes sentiments pour elle, il ne valait pas la peine de détruire la vie que j'avais construite avec Sophie. Penses-tu encore à elle ? Parfois, a-t-il admis, mais quand je le fais. Je me rappelle pourquoi j'ai choisi de mettre fin à cette relation et de me battre pour celle-ci. Ce n'était pas la réponse que je voulais, mais c'était honnête. Et lentement, j'apprenais que je préférais une honnêteté difficile à des mensonges confortables. 3 mois après le début des thérapies, nous avons eu notre première percée. Antoine est rentré du travail et m'a immédiatement dit qu'il avait croisé Amanda dans un café près de leur bureau. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» j'ai demandé. Notant que ma première réaction était la curiosité plutôt que la panique. C'était difficile, a-t-il dit. Elle était belle, et pendant un moment, j'ai ressenti cette ancienne connexion. Mais ensuite, j'ai pensé à cette conversation que j'allais avoir avec toi et j'ai été reconnaissant de pouvoir t'en parler au lieu de la cacher. Que as-tu dit ? J'ai dit bonjour. J'ai posé des questions sur son déménagement à Portland et je lui ai souhaité bonne chance. Toute l'interaction a duré peut-être 3 minutes. Et comment te sens-tu maintenant ? Triste mais résolu. A dit Antoine. Triste qu'une relation qui comptait pour moi ait dû se terminer, mais résolu dans mon choix de prioriser notre mariage. Pour la première fois depuis la découverte de son journal intime, je l'ai cru complètement. 8 mois après avoir trouvé le journal intime d'Antoine. J'étais assise dans notre jardin un samedi matin, buvant du café et lisant pendant qu'Antoine travaillait à planter le potager que nous avions prévu ensemble. C'était une scène paisible qu'il aurait été impossible d'imaginer ce jeudi pluvieux où mon monde s'était effondré. Le processus de guérison n'avait été ni linéaire ni facile. Il y avait eu d'autres revers après le texto d'Amanda. Des déclencheurs qui m'envoyaient en spirale, des disputes sur la confiance et la transparence. Des nuits où je me demandais si nous ne faisions que prolonger l'inévitable. Mais il y avait aussi eu de véritables percées, des moments de reconnexion. Et la reconstruction progressive de quelque chose qui semblait différent mais plus fort que ce que nous avions eu auparavant. Le tournant avait eu lieu au cours de notre 6e mois de thérapie. Lorsque le docteur Dubois nous avait demandé d'écrire des lettres à nos futurs moi, les personnes que nous espérions devenir. À travers ce processus. La lettre d'Antoine avait été une révélation de croissance. À l'homme que je veux devenir, tu auras appris que l'amour n'est pas un sentiment qui t'arrive, mais un choix que tu fais chaque jour. Tu comprendras que le mariage exige le même niveau d'intention et d'effort que tout autre engagement important. Surtout, tu auras appris à choisir la vulnérabilité avec ta femme plutôt que la fausse sécurité des secrets. Ma lettre portait sur la reconquête de mon propre pouvoir. À la femme que je veux devenir. Tu auras appris à faire confiance à tes instincts tout en restant ouverte à l'amour. Tu comprendras que la force ne signifie pas ne jamais être blessé, mais choisir de guérir plutôt que de s'endurcir. Tu auras construit un mariage basé sur la vérité plutôt que sur la commodité. Lire ces lettres l'une à l'autre avait été le moment où j'avais vraiment compris que nous n'essayions pas de retrouver notre ancien mariage. Nous en construisions un tout nouveau. Les changements pratiques avaient été significatifs. Antoine avait accepté un poste dans une entreprise différente, s'assurant qu'il n'y aurait aucun contact continu avec Amanda. Nous avions établi de nouveaux modes de communication, des bilans quotidiens sur nos états émotionnels.
des réunions hebdomadaires sur la relation pour aborder toute préoccupation avant qu'elle ne s'envenime, une transparence totale sur nos horaires et nos interactions. Mais plus important encore, nous avions fait le travail émotionnel de retomber amoureux l'un de l'autre. Pas les versions idéalisées que nous avions imaginées, mais les personnes réelles, imparfaites, compliquées que nous étions en réalité. Cela avait commencé par de petits moments de connexion sincère. Antoine m'apportant du café au lit, non pas par culpabilité, mais parce qu'il avait appris que j'étais plus réceptive à la conversation le matin. Moi lui posant des questions sur ses nouveaux projets au travail et écoutant vraiment parce que j'étais curieuse de ses pensées et de ses opinions. Nous partageons non seulement la logistique de nos journées, mais aussi nos peurs, nos rêves et nos observations aléatoires sur la vie. L'intimité physique avait été le dernier et le plus délicat des éléments à reconstruire. Pendant des mois, nous avions partagé un lit, mais rarement nous étions touchés. Tous deux craignant que la connexion physique ne semble forcée ou fausse. Quand nous avons finalement fait l'amour à nouveau, des mois après sa confession, cela avait été timide et prudent. Mais aussi étonnamment émotionnel. Je veux que tu saches que quand je suis avec toi, je suis complètement présent, m'a-t-il dit ce soir-là. Je ne pense pas au passé ni à comparer ni à souhaiter quoi que ce soit de différent. Je suis ici avec toi et pour la première fois, je l'ai cru complètement. Nous avions gardé le journal intime. Mais nous en avions transformé l'objectif. Antoine continuait à y écrire, mais maintenant c'était sur notre mariage, nos progrès, ses sentiments sur le travail que nous faisions ensemble. Ces entrées récentes étaient devenues une source de réconfort plutôt que de trahison. 9 mois depuis la fin de la liaison. S. Et moi avons une autre première vraie dispute sur quelque chose d'autre que ma trahison aujourd'hui. Elle était frustrée par la visite de ma mère et j'étais agacé par son emploi du temps de travail. Cela peut paraître étrange, mais j'étais reconnaissant pour la normalité de la situation. Est-ce a ri de quelque chose que j'ai dit aujourd'hui? Elle a vraiment ri et j'ai réalisé que cela faisait des semaines que je ne pensais plus à ce que nous avions perdu. Maintenant, je pense à ce que nous construisons. Nous avons parlé de fonder à nouveau une famille. Pour la première fois depuis la liaison, l'idée me remplit d'excitation plutôt que de terreur. Je pense que nous sommes enfin prêts à construire une famille sur cette nouvelle fondation. Cette dernière entrée avait conduit à l'une de nos conversations les plus importantes. Nous avions décidé de commencer à essayer d'avoir un bébé, non pas pour réparer notre mariage ou pour prouver que nous avions avancé, mais parce que nous voulions vraiment construire une famille ensemble. Es-tu sûr? Je lui avais demandé s'il voulait cela avec moi, s'il était prêt à être pleinement présent pour notre famille. Je suis sûr, avait-il dit, pas parce que j'essaie de compenser ce que j'ai fait, mais parce que je veux construire un avenir avec la femme que j'ai redécouverte au cours du processus de presque l'avoir perdue. Maintenant, en le regardant travailler dans notre jardin, planter des légumes que nous récolterions ensemble à l'automne, je ressentais un contentement plus profond et plus intentionnel que ce que nous avions eu auparavant. Il était construit sur une base d'honnêteté totale plutôt que sur des suppositions confortables. Mon téléphone a vibré avec un texte du docteur Dubois. Comment allez-vous tous les deux? Prêt à passer à des séances mensuelles. J'ai regardé Antoine, qui était maintenant assis sur ses talons, admirant son travail, la terre sous ses ongles, et la satisfaction sur son visage. Quand il m'a vu le regarder, il a souri. Pas le sourire coupable et compensateur que j'avais appris à reconnaître, mais une expression sincère de bonheur. Nous allons bien, ai-je écrit en retour. Vraiment bien. Et pour la première fois depuis avoir trouvé ce journal intime, je le pensais complètement. La liaison nous avait presque détruits. La tromperie d'Antoine avait brisé ma confiance et m'avait obligé à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur notre mariage. Mais à la fin, cela nous avait aussi forcé à faire le travail de construire quelque chose de réel. Pas la fiction confortable que nous vivions, mais un mariage honnête, intentionnel, profondément connecté. Ce n'était pas la même chose que ce que nous avions eu auparavant. C'était mieux. Nous avions appris que l'amour sans vérité n'est qu'une illusion confortable. Que le mariage sans intention n'est qu'un espace de vie partagé, et que la guérison exige le courage d'être vulnérable avec la personne qui vous a le plus blessé. Ce n'était pas facile. Certains jours, ce n'était toujours pas facile, mais c'était réel.